quelqu'un qui anime là avec le passage en direct? Ça y est, c'est bon, on est en direct. Si, on te voit. Alors pour l'instant, il n'y a pas de spectateur. T'es confortable toi? Ouais, bon, ça va. On fait avec. Il n'y a pas de spectateur pour Il l'instant. n'y a pas de spectateur. On n'est pas spectatoré. J'arrête avec les J'espère que. Est-ce que j'ai pas l'impression que ça marche? Si, on t'entend bien, Nadia. Ah, tu m'entends, vous m'entendez? Parfaitement. Bon, j'ai l'impression d'être sur le grand fauteuil. Bon. Alors ce soir, nous ne sommes pas très nombreux parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde en dessous de la Tour Eiffel. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la fin de la COP 21 et qu'il y avait une très grande manifestation en bas de la Tour Eiffel et notamment une lecture de Patrick Vivray sur le serment pour la planète. Donc, oui, en bas de la Tour Eiffel. Donc, j'imagine qu'effectivement, on a eu beaucoup de monde cette semaine, mercredi pour les éco-villages pour la planète, et puis le 21 novembre dernier. Donc là, ce soir, on est un peu moins nombreux, mais par contre, ce qui est merveilleux, c'est d'être en contact direct avec Auroville, et c'est vraiment pour nous une très grande première, et on est très émus. Ça, grâce au travail de Chloé et d'Yves. Donc, juste un petit mot d'accueil. On va commencer parce que la soirée est chargée. Il y a beaucoup d'interventions. Donc, afin d'éviter que vous ne soyez pris jusqu'à 9 h du soir, on va commencer. Un petit mot juste d'accueil en disant que notre association organise chaque mois des cafés Auroville, sur des thèmes différents qui peuvent concerner l'agriculture, l'éducation, une lecture des textes de Sri Aurobindo, comme le 21 novembre dernier. C'est une manière de partager avec ceux qui sont à Paris et d'avoir un fil d'or, j'aime bien ce terme, à travers l'espace et à travers le temps avec ce qui se passe à Auroville. Donc ce soir, il s'agit d'une activité particulière qui s'appelle Lila Loca. C'est un projet qui est soutenu par des petites fées, les petites fées d'Auroville et d'ici. Il y a Sandrine. Pardon? Les fées rigolent, mais... Oui, c'est nous. Les fées sont très joyeuses. Les fées sont très joyeuses. Lila Loca veut dire le jeu en sanskrit. C'est un jeu d'auto-apprentissage. Les enfants apprennent à être en contact avec leur être intérieur par le jeu. Le jeu, c'est J-E-U, et c'est jeu et apprendre à être jeu, J-E. Donc, c'est une soirée très joyeuse que nous vous proposons. Et on va tout de suite écouter les sons que Chloé nous a concoctés. Alors, je tiens aussi à dire un petit mot. Gilberte s'est beaucoup impliquée aussi. Gilberte est membre de notre association, membre du CA. Nous en avons plusieurs ici. Il y a Pierre Veillat aussi qui est à l'entrée. Voilà, vous pourrez discuter avec lui. Il a passé 6 mois à Auroville et il repart. Il est plus jardin et écologie. Donc, nous sommes accueillis à l'atelier Fil Rouge, qui est un atelier à Paris de coworking et de créativité animé par Gilberte et Gilles. Alors, donc je vais vous diffuser un petit son que j'ai concocté avec des extraits. Alors, attendez, je vais chercher le son. Tic, tic, tic. Avec des extraits de Auroville Radio, en fait, et aussi, surtout, des extraits de programmes que Sandrine a réalisés avec les enfants d'Auroville. Donc, vous allez entendre aussi au début un extrait d'un documentaire que j'avais fait pour France Culture avec les jeunes qui vivent au Youth Center. C'est un lieu où les jeunes vivent. Et voilà. Et à la toute fin, vous entendrez aussi un extrait d'un spectacle pour enfants où j'avais enregistré les voix des enfants chuchoter. C'était un spectacle de danse au matrimondière. Donc c'est un petit peu voilà, pour vous, un petit peu pour entendre les enfants d'Auroville, vu que c'est le sujet principal. Donc voilà, c'était pour les entendre. Donc c'est parti.
sure you're ready? Yeah! Okay. Quickly to the king. Good. 3, 2, 1. Careful. Out. Good. Nice try, Sadhna. Row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Ah! Maybe we can lock it. Est-ce qu'il y a un chef ici? Is there a boss? Il y a un responsable. Je suis le boss. Il y a un responsable qui s'appelle Philippe. Il habite derrière, mais je suis pas sûre qu'il est là. Il est là, Philippe? Je crois pas. It's Philippe Il est le big boss, oui. He's here? Comment on vit ici? How does it function? Comment ça marche? Moi, je vis ici. Je paye pas, mais j'ai école, du coup, je peux pas travailler beaucoup. À 3h30, je sors de l'école et puis je viens ici pendant 2 heures, je travaille un peu et puis ça va. Tous les jours. Et ben voilà, t'as ta vie, quoi. Et tu vis ici, t'as une chambre, tu peux dormir. T'as quel âge? Je vais bientôt avoir 15 ans, 14 quoi. Toi, t'es né ici alors? Oui. Alors, c'est quoi de grandir ici? C'est une belle chose, ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, je parle l'italien, le français, l'anglais, et puis si je prends des cours, je peux suivre la langue indienne, le tamil. Mais par contre, c'est un peu une bulle ici. C'est genre le monde entier dans une petite place combinée. T'as des gens de partout du monde et tout, donc c'est différent. Ah, Philippe, Radio Paris, tu parles c'est français? ça. Oui, c'est saucisson. Oh là là, c'est bien en français. C'est toi le chef ici? Non, il n'y a pas de chef. C'est de le Divine Anarchy en Auroville. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ça, il fait la mixture de séments avec une machine primitive de 3e siècle. Et ça va être un toit organique pour un four pour le pizza. Un très high-tech four, comme dans le Tanto Pizzeria, le plus fameux pizzeria en Auroville. Oui, et c'est le même four ici au Youth Center. Tout high-tech et nouveau. Et d'où tu viens sinon? L'Allemagne. Mes parents viennent de l'Allemagne. Et moi, je suis traveler, voyageur. C'est quoi de grandir ici à Auroville? C'est comment de grandir? Oh là là, c'est la faux question. J'aime pas cette question. Moi, maintenant, je me casse, je vais répondre. Alors, merci beaucoup. Hein. J'ai pas beaucoup de temps. Hi, I'm Helia. I'm 14 years old and I live here in Orville. What's your dream for the future? My dream? If I have to be completely honest, I have no clue. But I don't know, singing definitely makes me happy and I want to do something that makes me happy. Coming down, but it's you who have further to fall. Ghost of town and haunted love. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I am titanium. Stone heart, machine gun, fire at the ones who run. Stone heart as bulletproof glass. I can't do that part, I'm sorry. Can we cut that part? Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the radio. Today we're going to interview the Golden Dumb and the Silver Idiot.
Hello, Golden Dom. Hi, how are you? I'm okay. I'm okay. So, Silver Idiot, come on. What's next? I mean, you should start from this. I don't hear you. I don't hear you. I don't hear you. Je vais pas à l'école pour avoir un diplôme à la fin, pour aller chercher un bon travail qui me donnera beaucoup d'argent, etc., etc. Ben, je veux aller à l'école où je veux faire tout ce que je fais pour pouvoir progresser, dans quel que soit le domaine. Je m'appelle Orevan, j'ai 19 ans. Là, en juillet, j'ai commencé ma 7e année à la school. Pour moi, ça a toujours été assez clair que je voulais venir ici, suivre ce genre d'éducation. On nous demande d'avoir énormément d'intensité dans tout ce qu'on fait. On a beaucoup de pression, mais c'est une pression, c'est un choix d'avoir cette pression. En ce sens qu'on est content quand on nous donne un défi parce qu'on peut vraiment chercher plus loin. Le terme libre progrès est souvent mal compris parce que quand on entend ce terme libre progrès, la plupart des gens entendent le mot libre. Quand le mot important est vraiment progrès. Libre est juste un adjectif du non-progrès. L'idée n'est pas de laisser l'enfant ou l'adolescent complètement libre de faire ce qu'il veut quand il veut, mais au contraire de lui donner la possibilité de savoir ce qu'il veut faire, de faire grandir en l'individu assez de personnalité, de quelque chose qui soit vraiment à lui, qui puisse regarder à l'intérieur de lui-même et dire « c'est ça que je veux ». Wow, what is that golden crystal ball? Here people meditate. Wow, such a nice and quiet place. Now, am I allowed to sit on that cushions? Of course. Oh, thank you. Hi, my son. I am the mother. You're here to find something, but I cannot tell you where or how. Just you will find it in Orwell. The bee will help you. Bee? Who was that talking to me? That was the mother. Okay, now we have to find what she said. Voilà. Donc c'était voilà des extraits en fait. Et justement on a entendu Orevan et il se trouve que Jean-Yves, son père, est là. Donc la transition est toute faite. À toi, Jean-Yves. Juste avant, je vais juste faire un tout petit truc par rapport s'il y a des gens qui nous écoutent en direct. Bon, il y a trois spectateurs. Ok. On va tout à l'heure faire. Oui, tu peux ouvrir le micro. Ouais. On va tout à l'heure faire. Il y aura un moment de questions, d'échanges. Donc, les gens qui seront ici pourront poser des questions, mais aussi ceux sur Internet. Donc, ceux qui sont sur Internet, je vous expliquerai à ce moment-là comment faire si vous n'avez pas trouvé comment. Mais pour l'instant, on va d'abord écouter Jean-Yves.
Oui, pardon. Après. Oui, mais si tu préfères, on peut le faire avant aussi, hein. Ouais, c'est sympa de voir les gens. Ah, mais il est à côté de... Ça y est, on vous entend les filles. En fait, on pensait commencer par toi pour juste donner, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas nécessairement qui est allé à Auroville. Nous. Voilà, et il y a peu de personnes qui sont informées sur l'éducation à Auroville. L'île Aloca étant en fait une expérience particulière autour du jeu par l'apprentissage, d'apprendre en jouant et surtout se découvrir soi-même à travers le jeu. C'est une expérience qui se fait, je dirais, de façon extrascolaire. Mais ce serait peut-être bien pour situer cette expérience de l'île Aloca dans le contexte d'Auroville et de l'éducation à Auroville. Si tu veux bien venir ici. Tu ne sais pas dans quel guêpier, en fait, tu... En fait, Jean-Yves est en ce moment encore en France, en attente d'un visa, et c'est en fait un grand bonheur pour nous. Jean-Yves était est présent en France depuis le 11 octobre dernier, puisqu'en fait, il est venu invité dans le cadre du Forum de l'évolution de la conscience, où il représentait avec Aviram et Ouma, 3 Aurovilliens qui étaient venus témoigner de leur expérience à la fois intérieure et de leur activité à travers cela à Auroville. Bon, bonjour, là-bas. Vous êtes dans mon dos, je ne vous vois pas, mais... je ne sais pas si ça marche. On a l'impression que ça ne marche pas. Très proche de ma bouche, très bien. Bon, voilà. L'éducation à Auroville, l'éducation, c'est un des grands projets d'Auroville, puisque le second article de la charte dit que Auroville est la cité de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit point. C'est tout un programme, c'est un programme de vie, en fait, pour toute la cité. C'est en fait un projet de société. Alors, bon, pour parler de l'éducation, c'est quand même... Toi-même, tu es arrivé en 92. Hein. Fin 93, je suis venu. Oui. J'étais venu avant, mais pour m'installer en 93. Donc, depuis cette époque, je travaille... Il y a combien d'écoles à Auroville? Je travaille à la School, qui est une école secondaire. Il y a 2 écoles secondaires. Future School, qui prépare au système d'examen britannique, et la School, qui ne prépare pas un programme d'examen, et donc qui est beaucoup plus libre dans l'établissement de son programme, de ses programmes. Le but de l'éducation à Auroville, alors, et bien évidemment, je dirais qu'il est double. Il y a la découverte de soi, et puis il y a le perfectionnement des instruments à travers lesquels on s'exprime. Donc on doit à la fois cultiver son intellect, ses capacités d'expression, raffiner ses émotions, discipliner ses énergies vitales, le corps, etc., pour avoir un instrument qui est riche, aussi riche que possible. Et en même temps, il faut tâcher de découvrir quelle est la personne essentielle en nous. Alors, c'est valable pour les professeurs comme pour les élèves. Hein. On est tous dans la même recherche. Évidemment, si ce n'est pas la recherche des enseignants, ça ne peut pas être la recherche des enseignés non plus, d'autant que ça ne s'enseigne pas. Alors voilà, c'est une démarche qui est forcément un petit peu exploratoire, aventureuse, parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle, et c'est quelque chose qu'il faut devenir, qu'il faut vivre. Et le plus on le vit, le plus on l'expérimente, le plus on le découvre, et on le découvre avec les autres enseignants, et puis avec les élèves, les étudiants qui grandissent avec nous. Voilà, en quelques mots, comment mon expérience de l'éducation à Auroville. Il y a combien d'élèves à la School? Il y a entre 25 et 30, il y a eu les arrivées là depuis que je suis parti.
doit y avoir 27 ou 28 élèves maintenant, Et de 13 à 20 ans. Donc c'est une petite école, ce qui nous donne la chance de travailler dans des petits groupes et donc d'individualiser les parcours d'enseignement au maximum. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le parcours d'enseignement, parce qu'il est individualisé, il dépend de la personnalité de chacun et de l'intérêt que chacun porte à une matière ou plutôt une autre. Est-ce que c'est très inspiré de l'école du libre progrès de l'ashram? Oui, c'est certainement inspiré de l'idée de libre progrès. Orevan, ma fille, en parlait là tout à l'heure. Le libre progrès, c'est-à-dire donner la liberté de progresser. Mais on ne progresse vraiment que dans ce que l'on a vraiment envie de découvrir, d'apprendre, de développer. Si on est obligé de faire des choses qui ne nous correspondent pas, on ne progresse pas. C'est pour ça que la liberté est importante. La liberté comme instrument de progrès. Et alors, la découverte intéressante, évidemment, c'est que, vous savez, on entend souvent dire que les élèves, les jeunes doivent être structurés. Alors, on leur donne de la structure, hein, parce que sinon, ils sont perdus. Mais en fait, quand vous leur donnez la liberté de choisir ce qu'ils veulent développer, ils se structurent d'eux-mêmes. Ils sont déstructurés quand ils sont dans un environnement qui n'a pas de sens pour eux. Alors à ce moment-là, il faut essayer de les formater pour tenir les choses ensemble. Mais si on leur donne l'espace et le temps pour eux de découvrir ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils veulent développer, il peut y avoir des périodes un petit peu exploratoires, chaotiques, mais ils finissent par trouver quelque chose qui a un sens pour eux. Et là, à ce moment-là, ils se développent beaucoup mieux et beaucoup plus vite aussi. On perd moins de temps. Je vais répéter. On me demande quel est le rôle des enseignants. Eh bien, je dirais que le premier rôle des enseignants, c'est d'avoir la même quête en eux-mêmes, que ce soit vivant. Parce que c'est la seule chose qui est vraiment une influence sur les élèves, c'est ce que nous sommes. On peut leur raconter n'importe quoi, hein. Mais en fait, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent et qu'ils vont garder comme une influence, c'est ce que nous sommes. Donc, on doit travailler sur ce que nous sommes. Alors, en général, c'est souvent refusé par les enseignants parce qu'ils s'abritent, ils n'ont pas envie de s'impliquer émotionnellement, comme ça, auprès des étudiants, parce qu'ils ont peur je sais pas, de se perdre. Mais ce n'est pas une question d'investissement émotionnel, c'est une question d'être simplement, d'être ce que l'on veut enseigner. C'est une question d'intégrité. Sinon, on en parle beaucoup en ce moment, les valeurs de la République qu'il faut inculquer aux jeunes, etc. Mais c'est un petit peu déconnecté, parce que ce sont des valeurs au frotton des écoles. Mais enfin, c'est vécu comment par chacun? C'est ça la vraie question. Donc l'exigence que l'on porte en soi-même, on peut la transmettre, si on la vit. Et si on ne la vit pas, on ne peut pas la transmettre. Donc ça, c'est le premier boulot de l'enseignant. Mais il y a des choses que les enfants ont besoin de découvrir. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on leur propose un choix ou tu parlais d'exploration, mais aussi qu'est-ce qu'on explore. Moi, il a fallu que j'attende d'avoir 40 ans pour savoir ce que c'était que la psychologie, parce que jamais personne dans mon entourage et dans mon métier par ailleurs n'avait parlé de ça. Enfin, ou c'était simplement une vision, je ne sais pas, thérapeutique, enfin bref, j'avais aucune idée. Oui, alors c'est vrai, il faut offrir un choix aussi riche que possible. Donc, il y a, pour le programme de l'école, il y a des mathématiques, il y a de la grammaire, il y a de la littérature. Il y a un programme par conséquent. Oui, ce n'est pas un programme qui est figé, il se fait au fur et à mesure. Il y a des activités artistiques, le dessin, la sculpture, le modelage, le bricolage. Il y a des activités de développement physique, d'éducation physique. Donc, il y a toute une palette d'activités qu'on essaye de faire aussi riche que possible, justement pour s'adresser à toutes les parties de l'être. Parce que nous sommes faits de plusieurs éléments, et si on n'en développe qu'un, et souvent on développe l'intellect seulement, le reste est sous-développé, ça ne va pas, ça fait une personnalité qui est mutilée dans la connaissance de soi, dans l'expression, dans la capacité d'agir aussi. Donc, le but, c'est un développement aussi intégral qu'il est possible de toutes les facettes de la personnalité. Donc, ça veut dire plusieurs registres d'activité.
Mais je peux dire, pour, je sais pas, vous tranquilliser, quand ils sortent de la school, enfin, ils peuvent aller dans n'importe quelle école, ils ne sont pas déphasés. Alors, par rapport peut-être. Oui, par rapport au programme, excusez-moi, peut-être que je vais être un peu hérétique dans mon propos, mais c'est un peu compliqué d'avoir une appropriation en direct comme ça qui effectivement ne prend pas en compte des éléments structurés. Là encore, je vais peut-être être bon. Simplement, dans l'évolution même des différentes parcours des enfants, est-ce que vous établissez un champ de connaissances à acquérir pour ceux-ci, ou bien est-ce que c'est véritablement un choix que chaque enfant fait délibérément et de façon singulière? Alors, c'est un peu les deux, en ce sens que lorsqu'ils arrivent, surtout quand ils sont jeunes, 13, 14, on leur impose le programme. On dit, vous faites de tout et vous découvrez un petit peu tout. Vous ne commencez pas à poser vos conditions. Vous faites de tout et après, on en parle. Et à mesure qu'on sent qu'ils sont prêts à choisir consciemment, alors à ce moment-là, on donne du lest, effectivement, on leur donne tout l'espace dont ils ont besoin. Mais s'il y a des stratégies d'évitement du genre, moi les maths, j'aime pas, là, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas une bonne réponse. Les stratégies d'évitement, ça ne marche pas. Donc, le libre progrès, c'est d'abord une exigence, ce n'est pas une facilité, ce n'est pas le libre service. J'aime, j'aime pas, ça me plaît pas, ce n'est pas recevable. D'accord, j'avais besoin de cette précision. Merci. Oui, vous avez raison. Y a-t-il d'autres questions? Je vais par conséquent en poser une. Toi-même, tu enseignes, qu'est-ce que tu enseignes à la school? Comment ça se passe ta journée, par exemple? Le français pour les francophones, l'histoire en anglais ou en français sont les groupes que j'ai, et puis le sanskrit, parce que j'ai appris le sanskrit, donc je l'enseigne aussi, pour ceux que ça intéresse. Ah, c'est possible, oui. Oui. Oui, quelqu'un vient de me dire, à une époque, je faisais des cours sur l'économie du futur. Oui, oui, on peut en parler, ça aussi. Vrai. Mais ça nous intéresse beaucoup. On est en plein dedans, surtout aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout ce que nous connaissons comme enjeu à relever. L'enjeu économique et écologique, les deux sont très liés. Oui, en fait, mais tout est politique. C'est-à-dire que poser le projet de la cité comme projet d'éducation permanente, de progrès constant, ça change beaucoup de choses dans le domaine économique parce que, évidemment, ça veut dire si l'éducation c'est tout le temps, ça veut dire que c'est aussi au travail. Donc le travail, c'est plus un moyen de gagner sa vie, c'est simplement la continuation de l'école, c'est une autre circonstance d'apprentissage, mais c'est le champ du progrès. C'est pour ça qu'il est important de choisir une activité dans laquelle on va se développer, parce que c'est là qu'on va progresser, parce que c'est là qu'on rencontre des difficultés, c'est là qu'on rencontre les autres, donc c'est là qu'on progresse. Si on arrête de rencontrer les autres à propos de ce qui est à faire, en général, on ne progresse plus. Il n'y a plus l'occasion de progresser. Donc la fonction du travail est changée. Ça sort le travail du secteur marchand. Je travaille à condition que je sois payé, donc je travaille parce que je veux progresser. Et par ailleurs, il faut que les besoins, au moins les besoins de base, soient couverts pour que ce soit possible. Donc c'est tout de suite, immédiatement, un autre modèle économique. Et puis l'autre aspect, c'est la décommercialisation des biens aussi, que les choses soient données, qu'il y ait plutôt un échange de dons et de services, qu'un rapport marchand, on évalue constamment combien on va soutirer, à quel prix, parce que ça fausse beaucoup les relations humaines et on ne peut rien construire de vrai dans une économie marchande de ce type. Alors, ça doit intéresser notre amie Gilberte, qui est en plein dedans. Tu as peut-être quelque chose à dire, Gilberte? Parce que c'est un travail... Viens. Oui, tu m'as vu redresser l'oreille. Oui, donc ça m'intéresse parce que moi, je travaille ici sur une plateforme numérique avec l'idée d'échanger, de troquer entre professionnels
donc des services, du matériel, des locaux, etc., avec cette idée que tu viens d'énoncer, qu'effectivement l'argent et tout ce qui nous oblige à compter, finalement, ça nous fait passer à côté de la relation humaine. Et on explore, quand on met en place des co-business parties, effectivement, ce retour de l'humain. À partir du moment où on n'est plus dans l'argent, mais on est dans j'ai besoin de ça, je te propose ça, on passe à une autre dimension. Et donc, Et on retrouve du lien social et du voilà. sens dans la rencontre des êtres humains. Oui. Et donc, je ne sais pas si tu as creusé ça, puisque à Auroville, il y a aussi tout au-delà de l'éducation, il y a aussi l'éducation à, je ne sais pas comment vous faites avec l'argent, je ne sais pas comment vous faites avec ce genre de choses, comment on apprend aux enfants. Ça dépend, je ne sais pas. Tu parles d'économie du futur, donc qu'est-ce qu'on leur apprend dans l'économie du futur? Bon, y a pas... C'est quand on me le demande que je parle de ça. On ne me D'accord. demande pas Bah, toujours. je te le demande. Mais c'est que... Je te le demande. Non, je veux dire à l'école. Il n'y a pas d'approche normative à Auroville. Mais il y a toute une tentative maintenant pour revenir un petit peu aux origines du projet parce qu'on a un petit peu dérivé. Comme on ne savait pas trop quoi faire, alors on a fait comme d'habitude, petit à petit. C'est-à-dire qu'on a réintroduit de l'argent, de la circulation monétaire, des rapports marchands, on a réintroduit l'administratif vertical avec la constitution presque de corps d'État qui se drape dans la volonté générale et s'oppose aux intérêts particuliers, qui est tout le discours de la Constitution, de la légitimation de l'État. Donc tout ça s'est reconstitué petit à petit, alors que ça ne fait pas partie du projet originel, simplement par, je dirais, par manque d'audace, par manque d'imagination. Alors maintenant, on essaye, il y a tout un travail, des réunions de toutes sortes pour essayer de revenir à l'authenticité du projet Aurovillien. Mais enfin, je crois que c'est quelque chose ce travail qui est un don d'abord, qui est quelque chose que l'on donne, que l'on offre aussi, et que l'on, je veux dire, qu'on offre au divin, par exemple. On peut le donner aux autres, mais il faut aussi pouvoir l'offrir à ce qui est au-delà de nous, en même temps très proche, et qu'on veut, vers quoi on veut aller, qu'on veut devenir. C'est le processus du progrès. C'est quelque chose qui est vécu, je crois, par beaucoup de gens. Et ça, c'est le plus important. Ce n'est pas tellement qu'il y ait un modèle normatif à montrer à tout le monde, c'est l'enracinement dans le vécu des gens, comme ça, année après année, de cette manière d'être en société, fondée sur le don, sur l'idée de progrès. Et c'est ce qui fait qu'Auroville tient, je pense. C'est toi qui cherchais un jour, Michel, la glu. Voilà, la colle magique, qui fait que cette communauté extrêmement diverse ne s'est pas fragmentée. Elle reste toujours collée parce qu'il y a cette aspiration qui finalement porte tout le monde, même quand les gens ne sont pas d'accord, même quand ils se disputent, il y a quand même ce socle commun qui fait que tout le monde reste ensemble et que ça continue à progresser. Alors ça, c'est important. Il ne faut pas chercher à réaliser des modèles comme ça, un petit peu arbitraires, idéaux. Il faut marcher. Il ne faut pas arrêter de progresser et de progresser tous ensemble, pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, et puis de temps en temps de rétablir le cap. Il y a une autre question. Je reviens à une chose assez concrète. Dans la school, il y a des enfants jusqu'à 20 ans, vous nous dites. Il y en a qui ont plus que 20 ans maintenant, qui sont passés par la school et qui sont ailleurs, sans doute. Et est-ce qu'on a suivi ce qu'ils sont devenus après être passés à la school? Alors, on n'a jamais fait d'études, on n'a jamais recensé. On s'est souvent dit, il faut qu'on fasse ça, et on ne l'a jamais fait. Donc, je n'ai pas de réponse statistique à vous donner comme ça, ou d'ordre de grandeur. Je ne peux pas vous dire. Il y en a qui sont restés à Auroville, il y en a qui ont quitté Auroville pour faire leur vie ailleurs, que ce soit pour étudier ou pour travailler. Il y en a qui ont fait ça et qui sont revenus aussi. Il y a toutes sortes de parcours, parce que le but, c'est vraiment d'individualiser les parcours et que chacun puisse aller vivre la vie qu'il ou elle veut vraiment mener là où il ou elle le veut. Mais on n'a jamais fait une étude un petit peu... C'est vrai qu'il faudra qu'on le fasse un jour. C'est toujours intéressant de se pencher sur l'étude des données, on apprend toujours plein de choses et ça reste à faire. Je ne sais pas pour vous dire par la proportion de ceux qui sont restés par rapport à ceux qui sont partis, je ne sais pas. Donc moi j'ai une question sur les rythmes, parce que ici on a l'impression que tous les enfants de 8 ans doivent savoir
tous les enfants de 8 ans doivent savoir, je sais pas quoi, faire telle opération, telle multiplication, qu'à tel âge on apprend à lire, etc., comme si tout le monde était dans le même rythme. Moi, j'étais très étonnée de rencontrer une jeune adolescente de 13 ans qui, à cette époque-là, ne savait ni lire ni écrire, mais qui avait la fille d'Aviram, qui ne savait, qui voulait pas aller à l'école, donc les parents l'ont laissée libre. Donc évidemment, elle vivait dans un monde particulier. Par contre, elle savait gérer un camp, enfin bon, bref. Et 1 an après, apparemment, elle s'est levée un matin en disant j'ai envie d'apprendre à lire. Et en 15 jours, elle a appris à lire. Et maintenant, elle dévore, et puis maintenant, elle veut aller à l'école, etc. Donc je me dis peut-être que nous, les enfants, ils vont trop tôt à l'école, peut-être nous, ils vont trop tôt apprendre à lire, et que peut-être le rythme, c'est peut-être à 13 ans qu'on a envie Oui. d'apprendre à Bah, lire. d'ailleurs, elle est à la school maintenant. Et alors, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui a une grande maturité, qui s'est construite de manière très indépendante et qui a échappé. Vous savez, l'école, ça a toujours un côté infantilisant. On veut faire ce qu'on veut, vous mettez des gosses comme ça ensemble, dans des grands, enfin, surtout quand c'est un petit peu grand. Ça fait ressortir des comportements scolaires, les profs aussi d'ailleurs. Et ça, c'est dommage, quoi, parce que c'est pas authentique. Elle a échappé complètement à ça, c'est remarquable. Donc, elle est très pure, d'un côté, dans ses besoins de savoir, de découverte. Elle n'a pas l'esprit scolaire du tout. Oui, oui, c'est assez intéressant. Mais il faut faire attention tout de même, parce que il y a des âges auxquels certaines facultés se mettent en place assez facilement. Si on loupe ces âges-là, c'est plus difficile à acquérir plus tard. Donc, bon, on peut donner beaucoup de liberté, de flexibilité, mais il faut rester attentif et ne pas laisser passer des moments importants aussi. Oui. Est-ce que tu pourrais être un tout petit peu plus précis sur les apprentissages qu'il ne faut pas louper quand ils sont petits, qu'il ne faut pas rater quand ils sont petits? Par exemple, apprendre à lire et à écrire, si vous commencez tard, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le cerveau a déjà mis en place, il s'est mis en place, il n'est plus en état d'apprentissage de la même manière. Et il y a des choses qu'on apprend presque tout seul en se jouant, parce que c'est une vertu des enfants, ils peuvent jouer en apprenant et apprendre en jouant. C'est pour ça qu'il y a l'ILA-LOCA d'ailleurs. Ils apprennent énormément en jouant. Et ils développent des facultés sans s'en apercevoir. Et après, quand ils vont à l'école, ça commence à devenir plus difficile parce qu'on joue moins, très souvent. Et quand on ne joue pas, quand il n'y a pas de joie, l'apprentissage est plus lent. Et puis surtout, il y a des mécanismes qui cessent. Il y a d'autres choses qui se passent dans le cerveau. Donc, bon. Les langues, c'est très typique. Quand vous apprenez une langue étrangère, que vous êtes petit, ça se fait tout seul, sans même s'en apercevoir. Si vous commencez après 12-13 ans, c'est déjà tout de suite beaucoup plus laborieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a encore 5 petites minutes. Bonjour. Moi, j'ai une question. En fait, cette semaine, j'ai rencontré un enseignant à l'école Steiner. Il est à la retraite aujourd'hui, mais il continue à enseigner en fait en Île-de-France à l'école de Chatou. Et j'ai discuté avec lui, justement, je lui ai parlé du cas de la fille d'Aviram, qui avait appris en 2 mois. Enfin, moi, j'ai cru que c'était 2 mois et pas 15 jours. Et l'année dernière, j'ai fait du soutien scolaire après être retournée dans une formation où il y a beaucoup de choses de l'école, justement, qui ressortaient à digérer. Et je me suis rendu compte que c'est pas mon niveau, en fait, qui avait apporté à ces jeunes filles que j'aidais en soutien scolaire, mais c'est les aider à faire du lien. Et lui, en discutant avec lui, il m'a dit que le plus important, en fait, c'est de faire les liens entre les expériences. En fait, c'est pas ce qu'ils apprennent. Et je voulais savoir si à Auroville, c'était aussi dans cette conscience-là que, enfin, on enseignait à la school. Il y a du lien social aussi. Hein. La qualité de ce qui se passe entre l'enseignant et puis l'étudiant, le sens que ça a, c'est très important. Parce qu'ils doivent se sentir soutenus dans leur propre projet, les élèves. Il ne faut pas qu'ils soient enseignés, justement. Et quand on arrive à faire ça,
à leur dire allez-y, vous pouvez le faire, et voilà, les encourager à aller selon leur propre ligne de progrès, ils se développent très bien et ils se développent de manière beaucoup plus joyeuse. Et ça, c'est le lien entre eux aussi. On veille beaucoup à l'école à la qualité des relations qu'ils ont entre eux. On leur demande de travailler là-dessus, de ne pas se laisser aller à des... Parce que ces fois, quand on est adolescent, des fois, on ne contrôle pas toujours. Non. Il faut on demande une qualité, voilà, dans tout ce qui se fait, et y compris dans les relations avec les autres. Après, il y a la mise en rapport de tout avec tout. Et ça, je veux dire, à la school, on n'est pas très cloisonné de ce point de vue-là. On peut parler d'histoire dans un cours de littérature ou inversement, on jette des passerelles pour montrer les liens entre tout ça, bien sûr. En fait, la school est très en avance parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans le secondaire ou à l'école de décloisonner pour permettre aux étudiants et ensuite à l'université de décloisonner les disciplines pour comprendre la complexité du monde, au sens où Edgar Morin l'entend. Et cette complexité ne peut se comprendre qu'à partir du moment où on arrive à avoir une vision globale et de décloisonner pour créer du lien entre des disciplines très différentes pour comprendre, mieux comprendre. Et peut-être qu'effectivement, à Auroville, on est un peu en avance. On a surtout le privilège cette extraordinaire expérience d'avoir la liberté d'expérimenter. Quand vous êtes enseignant en France, il y a un programme, vous ne pouvez pas vous en sortir. Hein. Il n'y a pas de possibilité. C'est l'éducation nationale, c'est un programme pour tout le monde. Donc à Auroville, on a cette chance extraordinaire d'avoir la possibilité d'ouvrir des chemins, de découvrir. Et on fait ça avec les élèves, et les élèves le savent, le sentent, qu'ils font partie de quelque chose qui a une certaine authenticité, disons. Si j'ai bien compris, le projet d'Auroville, c'est la formation, l'éducation qui dure toute la vie. Oui, on peut dire ça. C'est un des aspects centraux en tant que projet de société, oui. Le projet de société, c'est pas je vais devenir de plus en plus satisfait, heureux. C'est je vais progresser constamment. C'est pas le même paradigme. Et là, on parle de la school, la formation se termine à peu près 20 ans. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que le progrès se fait uniquement par le travail? Il n'y a pas de recherche faite pour que cette formation continue et en groupe, et dans une structure Oui, ça devrait, mais effectivement, ça n'existe pas en ce sens que on dit le travail, c'est le champ du progrès, mais il n'est pas géré en tant que tel. C'est pas encore très conscient, tout ça. Et parfois, effectivement, on oublie de consciemment porter son attention. Le travail est tout le temps le champ du progrès à Auroville. Est-ce que c'est comme ça pour chacun? Ou est-ce que, pour l'instant, je dirais, c'est plutôt laissé à chacun, il se débrouille. Hein. Il sait que c'est comme ça que ça doit être, mais qu'on n'a pas encore pris la mesure, ça impliquerait normalement de nouveaux modes de gestion du travail, de l'activité travail en collectivité. C'est parce que ce que l'on connaît du travail, c'est le lien du salariat, le lien de subordination. Donc le chef dit, ouais, il y a ça à faire, et puis on le fait. On donne son avis, mais enfin, il y a un lien de subordination, il y a une hiérarchie verticale. Alors qu'à Auroville, on est tous à tâtonner à la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc je ne vois pas comment le lien de subordination peut survivre, n'est-ce pas? Et pourtant, il est là, je dirais, par habitude, en même temps. Enfin, c'est un petit peu flou, on ne sait pas exactement où on est. Mais vous avez raison de le souligner, et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, je pense. Parce que ce progrès peut se faire par le travail, mais peut se faire aussi en travail, et de façon collective, en s'aidant les uns les autres à progresser. Oui, mais c'est un travail quand même. D'une certaine façon, oui. Parce que nous, ce qu'on appelle travail, c'est quand on va gagner sa vie. D'accord. Mais oui, ce que j'appelle travail, c'est toutes les activités en relation avec les autres pour construire quelque chose, pour créer quelque chose. C'est tout ça le travail. En remerciant Jean-Yves pour son intervention. Ouais, merci Jean-Yves. Et donc, on va maintenant plonger dans cette expérience de Lila Loca. Bonjour Yves-Lise. Voilà, on est assez nombreux et alors vraiment, on est très très émus de ce direct avec Auroville. Il est quelle heure chez vous?
À 10h30. 10h30, oui. Bon, ça va encore. Donc, vous allez nous expliquer maintenant en quoi consiste Lila Loca. On a eu Jean-Yves qui était là avec nous, qui a pu nous parler de l'éducation à Auroville en général. Et maintenant, on va plonger dans Lila Loca et on va demander aux petites fées de nous expliquer de quoi il s'agit. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Parfaitement. Ah d'accord. Bon, déjà bien. Ben, merci à tous d'être là. Déjà, on est vraiment émus, nous aussi, d'être en direct avec Paris, en plein milieu de la nuit, parce qu'ici, à 10h30, c'est très tard, en Auroville. Ça correspond pas à 10h30 parisien. Tout le monde dort autour. On entend que la nature, c'est très calme. Et si vous sortez dehors, vous allez pouvoir voir les étoiles. Donc, voilà, c'est un vrai bonheur de vivre à Auroville. Donc, en ce qui concerne Lila Loca, on n'est pas du tout dans un contexte scolaire. Il ne s'agit pas d'une école. C'est un centre de ressources et de... Pardon, Chloé, j'ai un écho quand je parle. Du coup, j'ai un petit peu du mal. Alors, du coup, nous, on va éteindre nos micros. Vous n'allez pas nous entendre pendant que vous parlez, d'accord? Pour pas que tu aies l'écho, d'accord? On coupe. T'as coupé? Ok, bah je coupe. Oui, du coup, je n'entends que moi, mais au moins, j'ai pas l'écho. Donc, oui, je disais, là, on n'est pas du tout dans un cadre scolaire comme peut l'être la School et beaucoup d'écoles à Auroville. On offre une expérience d'éducation, d'apprentissage, d'auto-apprentissage, mais en explorant une voie complètement différente qui est par le jeu et par la joie, et en offrant une palette aussi d'activités, mais libre choix complètement. Là, par contre, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'enseigné, il n'y a pas de table ni de chaise avec quelqu'un qui va s'asseoir et dispenser un savoir. On est dans un contexte complètement différent d'exploration de soi par le jeu, ce que l'enfant fait de toute façon très naturel par lui-même. Là, on donne des conditions qui favorisent un environnement qui permet de continuer dans cette ligne-là pour que l'enfant trouve sa propre voie, fasse ses propres choix, dans un contexte aussi de non-jugement, ça c'est très important, non-directif également, et avec des âges mélangés. Voilà, donc c'est un petit peu quelques mots-clés là du projet Lila Loca, beaucoup de choses à dire. Vous allez voir, je pense, maintenant un petit diaporama qui va présenter les activités un petit peu plus détaillé et aussi introduire le projet. Mais en quelques mots, on peut déjà dire ça. Où en est le projet justement aujourd'hui? Alors là, le projet matériel physique, la construction a démarré depuis avril 2014. Donc, on a monté tous les murs de à peu près 6 salles d'activité. Avec il y a un grand espace de jardin autour avec un parc adjacent. Donc là, on est en train d'attendre la pose du toit, c'est-à-dire que la construction du toit est en cours. Pendant ce temps, Lila Loca continue à proposer des activités qui tournent dans différents espaces d'Auroville, des écoles notamment, ou écoles d'équitation aussi. Donc voilà, mais on attend l'ouverture de Lila Loca pour pouvoir rassembler ces activités ensemble et développer le concept et lui donner toute son ampleur dans un contexte favorisant le développement de l'être. Et Lila Loca va accueillir à peu près combien d'enfants? Ça va être. Ça va être la surprise, mais on peut potentiellement accueillir 150 enfants à peu près par. Dans le bâtiment, un peu moins peut-être quand même. Après, si on a un hall collectif, après oui. J'ai lu dans votre projet que l'accueil se faisait avec des enfants de tous les âges. Oui, on mélange les âges. C'est pas une école, donc c'est pas par classe d'âge. Donc il y a cette option fantastique d'avoir des activités collectives avec des enfants de 3 à 103 ans, c'est-à-dire les adultes sont aussi des enfants et les adultes ont aussi un enfant intérieur à développer qui sont prêts. Il y a peu d'espaces qui sont donnés aux adultes pour continuer à jouer, continuer à s'explorer à travers le jeu comme on peut le faire étant enfant, et après tout, la vie étant un jeu, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et juste, il y a Antonella qui vient d'arriver. Oh, ben ça, c'est merveilleux. Alors, attendez. Antonella vient effectivement d'arriver. Merci d'être venue après la Tour Eiffel. Il y avait énormément de monde.
Ah bon? Antonella vient d'arriver. Ben, ça marche pas? Oui, ça marche? Si, ça Oui. marche. J'étais à la Tour Eiffel parce qu'au dernier moment, il y a eu un appel pour les mouvements citoyens. Et donc, le Printemps d'éducation fait partie de ce groupe avec beaucoup d'autres. Donc, on était appelés à être sous la Tour Eiffel et il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait quand même du monde. Donc, et c'était très émouvant. On a lu un serment pour la planète. C'était très beau. Donc, il y a eu une vidéo qui va être mise sur Internet et puis d'autres photos. Il y avait quand même des personnes, des belles personnes. Ouais, on était des belles personnes sous la Tour Eiffel. Il y avait beaucoup de flics, presque plus de flics, voilà. Oui, et des hélicoptères. ça peut qui se comprendre tournaient, aussi. On est très dangereux, hein, effectivement. Nous sommes très dangereux. Pas nous. Non, c'est pas vous, mais. Ah, oui. Antonella est venue plusieurs fois à Auroville. Elle a travaillé sur l'éducation à la joie. Peut-être que tu connaissais l'expérience de Lila Loca? Ben, pas si complètement que ça, mais parce que je vois que ça avance à une belle vitesse. Félicitations, les filles. Bravo. Merci. Ouais, je suis pas venue depuis un an à Auroville, ça me manque beaucoup. Je fais le serment, puisque aujourd'hui j'ai fait beaucoup de serments. J'ai fait le serment de venir à Auroville en 2016. On t'attend. Avec plaisir, avec joie. Tu veux que je parle ou on laisse Oui, parler? oui, bien sûr, tu peux. On laisse parler On a un petit peu Sandrine de temps. et Tu peux dire un mot et tu peux même poser des questions à Sandrine et D'accord. Yvelis. Moi, j'aurais une question pour Sandrine et Yvelis. C'est d'abord, qui sont-elles? Parce que c'est intéressant. J'ai lu un peu votre parcours à toutes les deux. Oui. Donc, c'est bien effectivement d'abord que vous vous présentiez toutes les deux. Qui êtes-vous? On est très curieux. On a envie de vous connaître un peu mieux ici. Et puis, de nous expliquer les grands traits du projet. Et puis, Antonella aura certainement aussi des questions à poser. Bien. Se définir soi-même, c'est toujours un exercice. Mais bon, voilà, par rapport à Lila Loca, c'est clair qu'on est à la fois, on est des enfants parmi les enfants, déjà, je dirais. Mais pour répondre plus précisément à une curiosité peut-être par rapport au parcours, on est toutes des éducatrices depuis de nombreuses années. On a vraiment un long parcours d'éducatrices qui nous a permis d'évoluer grâce au contexte d'Auroville qui nous a permis d'expérimenter et de sortir justement, en ce qui me concerne, j'ai été enseignante avant, justement dans ce dont parlait Jean-Yves, des programmes qu'il fallait suivre à la lettre, etc. Et donc j'ai enfin respiré en arrivant à Auroville de pouvoir sortir de ce contexte-là et de permettre aux enfants d'être qui ils sont, de les découvrir et de leur donner la chance de choisir leur sujet, de choisir leur centre d'intérêt. Et moi, au contraire, m'adapter en trouvant du matériel qui allait dans cette direction. Et puis petit à petit, je me suis encore plus éloignée de l'aspect scolaire et académique grâce à la rencontre du jeu de peindre, de cette activité particulière. Et j'ai donc été formée en France. Et ensuite, revenue à Auroville, j'ai développé l'activité dans plusieurs endroits à Auroville. Et puis en parallèle, il y a eu la naissance de Lila Loca à la rencontre de plusieurs personnes. Et voilà, la naissance de Lila Loca avec tout ce développement d'activité encore plus libre, encore plus créative et encore plus joyeuse, je dirais, et qui sortent du cadre complètement. Donc, on a décidé de sortir du cadre de l'école pour créer le projet. Voilà, en très vite, le parcours qui me concerne. Toi, Yvelis? Alors moi, je suis arrivée à Auroville en 2000 et je faisais complètement autre chose avant. Et puis, à Auroville, j'ai commencé à travailler au kindergarten, au Centerfield. Tu étais agronome? Tu étais agronome? Oui, donc voilà, l'éducation classique. Les enfants vont pouvoir cultiver la voie grâce à toi? Oui, ça oui, mais donc moi mon orientation a changé comme beaucoup de gens à Auroville et je pense que j'avais pas trouvé ma voie, donc d'où
d'où Lila Loca après. Donc, quand j'ai commencé au kindergarten, en fait, j'ai travaillé individuellement avec les enfants. Et alors, j'ai rapidement vu que dans le contexte d'une école, c'était difficile de... J'avais une approche différente et c'était difficile de la développer complètement, en fait. Donc, et donc l'idée est venue comme ça, on s'est regroupé et de regrouper des activités qui allaient toutes dans le même sens, on espère que ce sera complètement quelque chose de complètement différent. Non? Parce que c'est vrai que des fois, au sein de l'école, on se heurte à différents modes, même à Auroville, non? Différents modes de penser, de voir l'enfant, de voir l'éducation. Donc, voilà, et on s'est retrouvés au début à 4, et puis petit à petit, il y en a qui se sont joints, d'autres qui ont fait des pauses, et voilà. Très bien. Antonella, tu veux poser quelques questions aussi à voir, puis peut-être que vous avez aussi des questions vous-même sur ce que représente Lila Loca. Après, on va passer à l'expérience, le jeu de peindre. J'étais curieuse de savoir, une fois que ça sera construit, toutes les activités, vous allez finalement les financer comment? La question qui fâche. Direct. Comment on va les financer? Bon, déjà, là, on a besoin on se concentre sur comment on va financer la fin du bâtiment. Oui, le toit. Ben non, le toit, on a l'argent, mais non, c'est toutes les finitions, en fait. Le câble électrique, le plâtre, enfin, tout ça. Les fenêtres, les portes. Bon, ça, c'est notre premier objectif. Ensuite, on espère que petit à petit, quand même, Saya nous soutiendra aussi. Le Sri Aurobindo, le centre international Sri Aurobindo pour l'éducation. Et je pense qu'on continuera à notre recherche de fonds active parce que quelque part, en tout cas ça c'est mon ressenti, on a commencé comme ça, on n'a pas été soutenu par des fondations, on a été soutenu surtout par des individus qui ont connecté vraiment au projet. Et je trouve que c'est une belle façon de rester active, de se connecter au monde. Et voilà, donc je pense que une partie des activités sera financée comme ça, une partie au travers de Sayer, et puis peut-être des entreprises. On crée aussi des petits produits de Lila Loca, et puis il y a des entreprises qui petit à petit nous ont promis un soutien. Alors pour l'instant, elles sont petites, mais dans le temps, donc, on essaye de diversifier en fait le plus possible et je pense de rester créatif aussi dans ce domaine-là. Pas de juste être financé par une seule source parce que voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à fonctionner. Et... Notre vœu, notre souhait, c'est vraiment que Auroville que Lila Loca soit un service gratuit, que les enfants et que les parents, qu'ils soient guests, auroviliens, newcomers, villageois, ou d'où qu'ils viennent, n'aient pas à payer. On aimerait vraiment ça. Donc, par exemple, il y a aussi une autre source pour nous, de financement, c'est la formation. On a toutes des capacités, une expérience, des choses à offrir qui sont différentes et on peut vraiment partager ce savoir et échanger le savoir. Donc ça par contre, c'est vrai que le côté formation peut permettre aussi de financer. Voilà. Merci. Merci pour la question. Oui, moi j'ai une question. Vous parlez du bâtiment et je me demandais, d'un point de vue justement architectural, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, puisqu'on sait que le fond et la forme vont ensemble? Est-ce que c'est un bâtiment carré comme nos écoles ici? J'ai vu qu'au Japon, par exemple, il y avait une expérience d'un bâtiment scolaire rond.
pour la créativité des enfants. Donc, je me demandais comment était votre bâtiment à vous. C'était quoi l'architecture à laquelle vous avez vu? Ben, on a eu tout un parcours avec l'architecture assez complexe, parce qu'effectivement, dans nos rêves, il y avait beaucoup de formes rondes et beaucoup de créativité. Et on voulait vraiment que ça reflète l'esprit de Lila Loca qui est inventif, qui est joyeux, qui est différent, qui est original. C'est extrêmement difficile à trouver, même à Auroville, un architecte qui accepte d'être un petit peu dans la folie et dans le pétillement, comme ça. Et puis, ça a un coût, parce qu'effectivement, dès qu'on commence à faire des formes un peu originales, elles sont plus complexes à bâtir et plus coûteuses. Donc, on a finalement trouvé un architecte qui a de l'expérience dans les matériaux, comment dirais-je, sains. Ouais, en tout cas, même s'ils ne sont pas forcément complètement écologiques, mais en tout cas sains, et qui nous a fait une architecture simple, mais qui inclut la nature. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un projet qui est sur un grand morceau de terrain, un hectare, non, 1 acre et demi, ça fait je sais plus combien d'hectares, enfin c'est très grand. Là, ce qu'on construit, c'est seulement la phase 1 et c'est adjacent donc à un parc. Donc la nature, il y a un jardin intérieur, il y a le jardin autour et il y a des mini-jardins qui sont enclos et qui permettent de travailler sur l'intérieur et l'extérieur du bâtiment comme ce qui reflète tout à fait le projet, puisqu'on essaie de relier l'intérieur et l'extérieur et de donner un espace d'expansion, d'expression, d'exploration, tant intérieur qu'extérieur. Donc oui, c'est à l'image du projet, même si c'est pas encore l'architecture de nos rêves, mais c'est seulement la phase 1. On aura peut-être la chance d'avoir plus de moyens. Dans notre budget, on prévoit également à la fin de la construction un budget d'embellissement, c'est-à-dire qu'on veut essayer d'inclure des artistes d'Auroville et apporter cette touche de créativité. Comme les dessins. En fait, les dessins que vous avez vus sur le diaporama, en fait, c'est ça qu'on aimerait manifester. Donc, c'est possible avec le bâtiment tel qu'il est, non, même si ce sont des salles carrées, tout ça. On aimerait ce type des arbres au milieu qui sont bon, voilà, dans le jardin intérieur. Et aussi, bon, par rapport aux activités, on a une architecture spécifique, par exemple pour le jeu de peindre, qui demande d'avoir 3 mètres de haut, de plafond et même plus. Puisqu'il s'agit de peindre sur des panneaux verticaux avec des échelles et une palette collective au centre. Donc là, oui, il y a une spécificité de l'activité qui crée une spécificité de l'espace. Donc ou par exemple avec l'activité individuelle d'église, on a effectivement un jardin enclos qui connecte avec une petite salle, beaucoup plus comme un cocon, un lieu protégé comme ça. Donc c'est vrai qu'on a quand même bien sûr adapté l'architecture aux activités le plus possible. Yves, tu as une question. Donc, je voulais faire une remarque, c'est que il y a une organisation à Auroville, vous savez, mais il y a des groupes de travail qui sont chargés de plus ou moins planifier, gérer, et ils ne créent jamais rien. Et tout ce qui se fait à Auroville, ça vient des individus, comme l'équipe de Lila Loca, qui a une vision, à qui on dit non, de toute façon, on n'a pas d'argent, débrouillez-vous, et qui persévère. Et tout ce qui se manifeste à Auroville de créatif, tout ce qui fait bouger, ça se passe comme ça. C'est jamais au niveau de l'organisation mais c'est toujours pareil, c'est pareil complètement stérile, à travers comme le monde. comme partout ailleurs. Donc félicitations, en tout cas, vous avez fait un bon bout de chemin. Hein. Merci Jean-Yves, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que ça a été un parcours initiatique pour nous, et c'est toujours un parcours initiatique. On est complètement dédié au rêve d'Auroville, c'est ce qui nous anime, et à l'intérieur de ce rêve, il y a une multitude de graines de rêve qui nous tombent dessus en permanence, et voilà, on est guidé. Maintenant, sur le plan matériel, dès qu'il s'agit de concrétiser ces rêves, là, on se trouve face à effectivement un monde administratif assez chaotique et voilà, avec très peu de soutien. Donc, on a au moins la chance de pouvoir être sous SAIR, qui est une ombrelle qui nous permet de collecter des fonds de façon officielle et claire et transparente. Donc, voilà, c'est déjà un avantage, et on espère que sur le long terme, on soit reconnu et d'être soutenu et de ne pas être obligé. C'est vrai que nous sommes des éducatrices avant tout dans l'âme, et de devoir constamment rechercher des fonds, c'est une insécurité, clairement. En même temps, on développe une créativité extraordinaire.
extraordinaire de communication. Et voilà. La créativité vient toujours des individus, toujours, et des contraintes. Il y avait une question simplement de l'acronyme SAIER. Est-ce que tu peux en dire 2 mots sur SAIER? Jean-Yves. SAIER, ça veut dire Sri Aurobindo International Institute for Educational Research. Mais en fait, c'est une organisation à l'intérieur d'Euroville qui centralise tous les fonds reçus du gouvernement pour construire des maisons, des écoles, pour certains budgets de recherche en éducation. Donc, c'est la grande organisation qui chapeaute toutes les activités d'éducation à Auroville. Mais ils n'ont pas de budget de fonctionnement à distribuer. Donc, et comme c'est une très grosse machine, évidemment, c'est un petit peu inerte. Donc, effectivement, il faut exister par soi-même. Il n'y a pas le choix. Et une fois qu'on existe par soi-même, alors à ce moment-là, on est reconnu. Ah ben oui, c'est vrai, vous existez, vous êtes là. On fait une petite place. Et puis, finalement, petit à petit, vous faites partie de la vie, vous finissez par avoir des budgets. Mais le démarrage, c'est vrai que il faut se débrouiller, quoi. C'est une épreuve de foi. Antonella a une question. Oui, c'est pareil. C'est plus qu'est-ce qu'une question, c'est une information intéressante, je pense aussi pour vous. La question de comment de votre modèle économique, j'imaginais un peu que c'était lié quand même au fonctionnement d'Euroville et puis que les activités que vous mettez en place, elles sont destinées à être gratuites et à la disposition de tout le monde. Alors ici, c'est intéressant de savoir qu'il y a comme un renouveau éducatif, il y a quelque chose qui est en ébullition, il y a beaucoup d'écoles qui se créent, beaucoup de centres éducatifs aussi. Et la dernière en date, ce sont l'école dynamique. L'école dynamique, je ne sais pas si ici il y a personne qui connaît l'école dynamique. C'est l'école dynamique et c'est une école qui est née pour le moment ici à Paris. Il y a une antenne à Dijon qui s'inspire beaucoup d'un réseau qui est l'école démocratique. Et ce sont des écoles qui sont inspirées aussi du libre progrès. Donc, elles ne mentionnent pas le libre progrès, mais c'est aussi le réseau de Sudbury School. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est aux États-Unis. Donc, l'école dynamique a sa spécificité française aussi. D'abord, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas dans un contexte anglophone. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il y a un centre de ressources qui s'appelle quand même école et qui est né, malheureusement, je veux dire, au début, c'est que privé. Et donc, il y a des frais de scolarité qui sont relativement importants, mais qui sont beaucoup moins importants que d'autres écoles, par exemple les écoles Montessori ou les écoles Steiner. Donc, l'idéal pour ces écoles-là, c'est de devenir des centres de ressources gratuits, éducatifs, basés aussi sur la joie d'apprendre. Donc, il y a beaucoup de points de contact. Pour le moment, elle existe dans le 13e arrondissement. Ils sont à la recherche aussi de murs parce qu'il y a une demande incroyable de la part de familles. Et ce sont des écoles multi-âges, multi-classes, multiniveaux, les plus grands qui enseignent aux plus petits, l'enseignant qui est considéré comme un accompagnateur. Malheureusement, il n'y a pas tout ce que vous avez autour de vous, la forêt avec cette nature qui est resplendissante comme Auroville. Ici, j'ai entendu dire qu'ils vont aller l'année prochaine peut-être au parc de Montsouris, tu vois, donc ils vont quand même profiter de la nature en ville là où c'est possible. Je vais dire, c'est intéressant ce qui se passe aussi. De l'autre côté du monde, il y a comme vraiment un renouveau. Moi, j'en sais quelque chose avec le printemps d'éducation. Je parle beaucoup de Lila Loca à mesure de mes connaissances, mais beaucoup aussi d'Auroville. Et il y a de plus en plus d'enseignants qui s'inspirent de ce que vous êtes en train de faire et qui se passe aussi un peu partout dans le monde. C'est bon, on peut être confiant dans l'avenir. On est en train de construire. Non, on est conscient de faire partie de cette mouvance et qui a tous les niveaux et pas seulement dans l'éducation, c'est au niveau mondial qu'il y a absolument un changement. C'est une émergence, c'est vraiment l'émergence d'autre chose. Donc voilà, on fait partie de ce pétillement. On va peut-être aborder maintenant, on va rentrer encore plus profondément dans cette expérience de Lila Loca à travers le jeu de peindre.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu de peindre? La question m'est adressée, je suppose. Oui, alors il y a une petite vidéo là normalement qu'on doit montrer où je présente, j'introduis le jeu de peindre. Mais jeu de peindre, c'est rien que le nom déjà, le jeu de peindre. On comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas de l'art de peindre ou d'une classe d'art, mais d'un lieu d'expression de soi et de connexion, un moment privilégié de rencontre avec soi-même parmi les autres sans compétition. Alors, avec un arrangement de l'espace qui est très particulier, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a ces panneaux 3 mètres de haut. Vous pouvez avoir un enfant qui a 3 ans ou 3 ans et demi qui va peindre une peinture de 4 mètres sur 6, et je n'exagère pas. C'est mon expérience. Donc voilà, c'est un espace d'expression sans limite et d'expansion. Tous les enfants vont pas forcément aller dans l'expansion, mais où le rythme de chacun est respecté. Donc, un enfant peut très bien rester sur la même peinture pendant 10 sessions ou utiliser qu'un feuille de papier en 10 minutes. Ça n'a pas d'importance. Le sujet n'est pas imposé, le sujet est complètement libre. On laisse vraiment l'enfant connecté avec sa source. Et en fait, on s'aperçoit que quand on laisse l'enfant libre, ce qui se passe n'est pas du tout chaotique comme on peut le penser, mais au contraire, c'est d'une richesse incroyable et c'est sans fin. Et c'est structuré, ce qui est très étonnant. Mais aussi, Jean-Yves le disait, dans un espace de liberté, c'est pas le chaos qui se passe, c'est une structure naturelle. C'est une discipline naturelle. Et surtout au sein d'un groupe avec des âges mélangés où la dynamique de groupe permet ça. Donc, comme c'est le cas pour le jeu de peindre, où il y a autant des adultes, des adolescents, des petits, des moyens, des grands, de toutes les couleurs, de toutes nationalités, qui sont là et qui peignent en harmonie, mais chacun ayant sa page, sa feuille, son espace privé. Donc, je pense qu'on peut montrer la vidéo. Oui, je vais vous montrer la vidéo. Et puis aussi, avec nous, il y a Caroline Carlier qui est ce qu'on dit. On dit praticienne, servante. Oui. Servante praticienne du jeu de peindre à Paris, dans le 18e. D'ailleurs, moi, je vais tous les dimanches matin. Alors, est-ce qu'on regarde la vidéo avant? Ouais. Et après, peut-être que Caroline, elle pourra nous parler aussi du fondateur du jeu de peindre, Arnaud Stern. Donc, on regarde la vidéo, puis après, on échange avec Caroline. Alors, laissez-moi quelques secondes. Hein. C'est toujours un petit peu... voilà. OK. Alors ça, c'est ma hutte de peinture cachée dans la forêt d'Auroville. Et qui est rempli de couleurs. Donc ici, c'est un atelier Arnaud Stern, en fait, qui n'est pas du tout conforme aux ateliers parisiens, on va dire. Donc il s'agit d'une activité libre qui est basée sur le non-jugement et sur l'expression spontanée de soi, le respect de chacun. Donc c'est pas une classe d'art, c'est pas un enseignement, moi je ne fais que servir. Et voilà, c'est un lieu privilégié de rencontre avec soi-même, surtout. Et on mélange les âges. Les adultes, les grands, les petits, toutes différentes écoles viennent ici. Là, dans cette hutte, il y a 5 écoles d'Auroville qui viennent, du jardin d'enfants jusqu'à l'école de transition, où ils ont jusqu'à 14 ans, les enfants. Donc voilà, il y a un mélange d'âges qui permet aussi d'être dans ce non-jugement. Plus des adultes, évidemment, des Aurovilliens. Il y a plein de connexions entre l'activité, le concept Arnaud Stern et Auroville, en fait. Moi, là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est vraiment fait pour Auroville. Parce que au sein d'un atelier, il y a tous les âges, on l'a déjà dit, il y a toutes les nationalités, il y a toutes les couleurs. Et tout le monde est dans un rapport de non-compétition. Mais en même temps, par l'énergie de groupe, il y a une stimulation de créativité. Donc en fait, l'atelier permet une connexion sans se parler les uns aux autres, dans une énergie de groupe, mais où chacun est respecté tel qu'il est, c'est-à-dire être individuellement connecté à ce qu'on est, et en même temps parmi les autres. Comment se réaliser, être soi, complètement, mais parmi les autres sans compétition. Donc pour moi, ça c'est l'idéal d'Auroville. En fait, c'est une mini-communauté idéale. On essaye dans une toute petite mesure, au compte-gouttes, de créer cette énergie de groupe, de fraternité, en fait. Et où chacun peut être lui-même, quand même, dans cette fraternité. Autre chose aussi, c'est que par exemple, dans l'atelier, ici, donc il n'y a pas de jugement, et ça c'est une clé très importante de la communication entre les êtres humains. Si on pouvait se passer du jugement, je crois qu'on serait beaucoup plus reliés les uns aux autres.
Et puis, les peintures, on ne les emmène pas. Et c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que les peintures restent au sein de l'atelier. Ce n'est pas pour montrer qu'on peint, c'est pour soi-même, pour vivre un processus de connexion à soi-même. Donc, il n'y a même pas un spectateur invisible qui serait papa, maman ou mon ami qui va voir ma peinture après. Il y a juste moi avec moi-même face à ce miroir qu'est ma feuille blanche ou ma feuille qui va être colorée. Donc, ça change complètement la créativité. Ce qui va sortir du pinceau n'a plus rien à voir puisqu'il n'est pas le fruit d'attente extérieure, mais vraiment d'une connexion intérieure avec soi-même. Et donc, le fait de garder les peintures évite de rentrer dans je vais peindre en fonction d'un regard, même si le regard sera après, ou une exposition à fin de l'année, ou quoi que ce soit, il n'y a rien de ce genre, tout reste ici. Donc on voit vraiment que grâce à ça, il y a une transformation qui s'opère, grâce à cette technique, une transformation de l'être, parce qu'elle permet de rentrer vraiment spontanément avec ce qu'on est. Voilà. Oui, alors Arnaud Stern, lui, en fait, parle de cette créativité spontanée, il l'analyse comme étant un langage qui vient du corps, directement. Une mémoire de la période où on est dans le ventre de la mère. Moi, je pense aussi, par rapport au contexte d'Auroville, qu'il y a dans cette liberté qui est offerte au sein de l'atelier, dans ce cadre de liberté, il y a autre chose aussi qui parle, qui est plus du domaine d'une dimension intérieure, et qui n'empêche pas que ça peut être lié à une mémoire organique. Donc c'est assez complexe en fait, et je crois que c'est de façon intuitive qu'on peut sentir, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que cette énergie qui traverse et qui va s'exprimer sur la feuille, quand on la laisse libre de prendre son chemin comme elle veut, il y a une transformation, ça crée vraiment une transformation de la personne, quoi. Donc c'est en ça pour moi que c'est relié complètement à Auroville, c'est qu'on est quand même là pour essayer de faire progresser un petit peu l'homme, l'être humain, et d'aller vers un mieux. Donc voilà, dans ce sens-là, la créativité peut être vraiment un vecteur puissant. Je pense qu'une des conditions essentielles à la créativité, c'est la liberté. Il n'y a pas de créativité sans liberté, il n'y a pas de progrès sans liberté. Donc effectivement, dans le cadre de cet atelier et aussi d'Auroville, il y a une immense liberté. Et cette liberté permet d'avoir justement la joie de créer selon ce qu'on est. Par rapport à pourquoi on est venu sur cette terre, qu'est-ce qu'on a à incarner, quel est notre but de vie, notre destinée. Quand on est dans cette liberté et qu'on peut être créatif, on réalise ce qu'on a à apporter d'unique en tant qu'individu sur cette planète, et ce parmi les autres. Donc il y a les deux, et je pense que la créativité fait le lien justement entre ce qu'on est individuellement et qu'on doit exprimer, qu'on doit réaliser au cours d'une vie, et puis une collectivité, l'échange avec la collectivité, comment aussi c'est en lien avec les autres, comment ça sert les autres, comment ça apporte de la joie aux autres, ça relie les gens les uns aux autres. Voilà, et je crois effectivement que tout ça aussi est un grand vecteur de joie. On va entendre Caroline. On va pas la voir pour l'instant, mais on va l'entendre. Vas-y, Caroline. Bonjour à tous. Je suis très émue d'être là ce soir et je voulais faire un petit coucou à Sandrine avec qui j'ai déjà échangé. Je suis très émue pourquoi ? Parce que je vois énormément de points communs entre mon parcours et le parcours de Sandrine, voilà, et de toutes les petites fées de ce beau projet, Lila Loca. À savoir que j'étais aussi éducatrice, donc j'étais animatrice, éducatrice, en particulier avec des enfants en grande difficulté, confiés par le juge des enfants. J'ai fait moi-même une formation artistique en tant qu'étudiante. Et ce projet du jeu de peindre me touche particulièrement pour deux raisons, mais vous verrez qu'elles se rejoignent. La première, c'est déjà personnellement, parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à jouer, je n'arrivais pas à prendre de plaisir dans ma vie, j'étais un petit peu à côté de moi-même. Donc pour faire déjà mon métier d'éducatrice, c'était très compliqué, même s'il y avait une grande aspiration. Et puis d'un autre côté, effectivement, je m'occupais d'enfants, alors là pour le coup, qui étaient en grande exclusion scolaire, un petit peu ceux
l'éducation a du mal à gérer, donc pas mal d'exclus qui venaient pas à l'école depuis 2 ans, enfin bon, c'est compliqué. Et voilà, donc j'avais des intuitions, donc je faisais effectivement appel à mes études d'art plastique, donc j'essayais de mettre en place des ateliers, mais il y avait toujours un problème, c'est que l'institution et moi-même à l'époque, on était un petit peu bloqués sur le résultat, en fait. C'est-à-dire, on va faire un atelier, mais voilà, il va en sortir quelque chose. Et de là, on va pouvoir analyser, voir l'évolution, etc. Il se trouve que j'ai rencontré Arnaud Stern. Voilà, j'ai participé, moi, ça fait... Oui. Oui, alors, juste en 2 mots, Arnaud Stern. Voilà, donc Arnaud Stern, c'est le découvreur du jeu de peindre. Je dis découvreur parce qu'il le dit lui-même, il ne l'a pas créé. Il l'a découvert au hasard de ses expériences. Voilà. Il a été amené à s'occuper d'enfants dans le cadre d'un orphelinat d'après-guerre. Et il fallait les occuper hors des temps scolaires, donc avant le repas, etc. Et il n'avait pas beaucoup de matériel, donc il a commencé avec avec des feuilles qu'il a collées directement sur des tapisseries, avec un peu de peinture, etc. Et il a vu quel enthousiasme prenaient ses enfants à peindre, ils ne s'arrêtaient plus. Voilà. Donc, petit à petit, avec cette expérience, il s'est rendu compte qu'il y avait sans doute quelque chose à creuser, à découvrir par rapport à l'expérience de ses enfants. Il a créé un atelier, donc il a découvert cette manifestation de l'expression profonde de chacun, voilà, cet enthousiasme, ce rendez-vous avec soi-même, comme le disait très bien le reportage. Et il en a créé un concept, parce qu'il est vrai que c'est un espace de liberté, mais il y a quand même un cadre. C'est important qu'il y ait un cadre, c'est-à-dire, vous avez vu, il y a un lieu très particulier. Il faut vraiment qu'il y ait des conditions spécifiques pour que cette expression se lâche, entre guillemets, et s'exprime. Donc, il a codifié petit à petit, au fur et à mesure de son expérience, le cadre de cet atelier. Voilà, donc c'est un petit peu celui qui... Voilà, et il a fait cette expérience, il y a maintenant 60 ans qu'il fait cet atelier, toujours à Paris. Il forme des servants praticiens comme moi et Sandrine, toujours aujourd'hui à travers le monde. Et voilà, c'est une expérience incroyable. Donc voilà, moi je l'ai rencontré, donc j'ai justement, j'ai fait cette expérience. Et là, ça a changé ma vie. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement, ça a changé ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de cette joie et cet enthousiasme depuis très longtemps. Donc j'ai quitté ce travail d'éducatrice pour être formée à cette activité que je fais aujourd'hui. Et j'avoue qu'on parlait de travail tout à l'heure. Alors, moi, j'ai vraiment plus l'impression de travailler, pour le coup. Alors, j'ai compris ce que vous entendiez par travail, mais c'est tellement un plaisir de partager quelque chose qui est d'une évidence que quand je suis dans l'atelier, je suis juste avec les autres, au service des autres. Et il y a une alchimie magique qui se produit. Et autant avec les grands enfants que les plus jeunes enfants, voilà, c'est harmonieux. Il y a quelque chose qui arrive. On oublie la notion du temps, alors qu'au départ, quand on fait la première expérience, on se dit, bon, 1h30, voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre devant cette feuille blanche, etc. On oublie complètement parce que tout est fait pour qu'on soit concentré sur cet élan profond qu'on a à l'intérieur chacun. Et parmi les autres, donc effectivement, comme disait Sandrine, il y a du mouvement, du dynamisme, le fait qu'il n'y ait pas de catégorie d'âge, que tout le monde soit mélangé. Et surtout qu'il n'y ait pas une attente par rapport à un résultat. C'est vraiment chacun fait un cheminement et les gens repartent voilà, enthousiastes. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce n'est plus un événement dans la vie de chacun, ça devient un rendez-vous. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que ce soit fait dans la régularité. D'ailleurs, les enfants demandent à revenir. C'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant. Et par rapport, juste une dernière chose par rapport au cadre, nous, les servants, on est au service des besoins de cette expression de chacun. C'est-à-dire, on va, comme vous disiez tout à l'heure, aider à apprendre l'utilisation des outils pour parvenir à exprimer cette expression profonde.
Donc, effectivement, on apprend à utiliser un pinceau, on apprend à positionner bien son corps face à la feuille, on apprend des petites choses qui, au départ, paraissent peut-être un peu contraignantes, mais au fur et à mesure que l'enthousiasme arrive, ça devient une évidence et ce n'est plus une contrainte. Voilà, ça fait partie du jeu et au contraire, ça nous enthousiasme de savoir qu'on arrive petit à petit à faire telle ou telle figure, qu'on arrive à avoir bien positionné son pinceau, etc. Donc, les enfants le font avec plaisir, les grands aussi. Et voilà, donc c'est vraiment une expérience magnifique. Voilà, donc je vous invite à le tester par vous-même maintenant. Voilà. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai vécu ça pendant... quand vous parliez du jeu de peindre, je ne savais pas que c'était ça. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai vécu dans cette expérience qui est effectivement incroyable. J'ai cru m'être inscrite dans un stage de peinture et je n'ai pas compris pourquoi ça se passait comme ça. Il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait plein de gens. Donc moi, je ne savais pas où j'arrivais en fait. Et j'avoue que la première chose qui est très surprenante, c'est de voir les gamins qui arrivent et qui du coup ne réagissent pas comme les adultes, c'est-à-dire qu'ils prennent les pinceaux, tchac, et ils vont directement peindre. Tous les adultes, on arrive, on se dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Donc la première chose, en tout cas moi que j'ai apprise, c'est ce côté très spontané, c'est-à-dire mets ton pinceau dans une couleur et vas-y. Et c'est vrai que je copiais sur les gamins autour en disant comment ils font, mais comment ils arrivent à faire ça comme ça sans se poser de questions. Donc ça, c'est vraiment apprendre cette liberté-là et de se lâcher, c'est vraiment intéressant. Après, je crois que c'était à la fin de l'année, effectivement, on n'emmène pas ses dessins à la maison. On ne le montre pas à son mari, on ne le montre à personne. Alors moi, ça m'a frustrée. Et je me suis dit non, c'est pas vrai, etc. Et du coup, quand je suis revenue l'année d'après, je me suis rendu compte que savoir ça, ça change complètement. C'est-à-dire, on ne peint plus en se disant quelque part au fin fond de sa tête, on dit je vais le montrer à quelqu'un. Donc, on ne peint plus pour montrer à qui que ce soit. On peint pour soi, pour ce qui sort, etc. Et donc, c'est très important cette notion de ne pas avoir à emmener. Et ce qui est aussi très important, qui n'est pas dit là, c'est le fait que vous gardez les dessins. Il y a un côté de on ne va pas les jeter, etc. Donc, il y a une espèce de respect aussi de ce qui est fait. Tout ça concourt à cette espèce d'immense liberté. Et je me dis, mais c'est voilà, c'est super. J'ai une petite remarque aussi. Arnaud s'est rendu compte que depuis quelques années maintenant, les enfants avaient de plus en plus de mal à jouer, en fait. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que là, vous parlez d'enfants qui sont déjà dans cet enthousiasme. Et le malheur de notre actualité, c'est qu'il y a pas mal d'enfants qui arrivent et qui ne savent pas faire sans consigne. C'est-à-dire qu'ils sont complètement dépendants de l'adulte, oui, et complètement dépendants de l'adulte dans leur créativité. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Et bon, alors, le jeu de peindre, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'inscrit dans une régularité. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que quand ils viennent, ils savent qu'il y a ce rendez-vous. Petit à petit, les choses se posent et petit à petit, ils osent. Et le plus important, c'est qu'on respecte le rythme de chacun. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si pendant X séances, c'est compliqué, ça sera compliqué, c'est pas grave. On va petit à petit les soutenir et les accompagner. On est là pour stimuler, nous, pour servir. Mais on ne contraint pas et on ne force pas. Donc, c'est vraiment dans le plaisir à chaque fois. Et voilà. Et il y a des adultes, à contrario, qui vont arriver et d'un coup, une libération totale. Voilà. Donc, chacun vient avec ce qu'il est dans l'instant, d'une séance à l'autre, et petit à petit, exprime des choses importantes. Et effectivement, on l'a vu, on n'est pas du tout limité dans l'espace. C'est-à-dire qu'on peut faire des panneaux, mais énormes. Et évidemment, on arrive à un moment donné quand même à une contrainte de place. Et il arrive que sur un grand panneau qu'on ait commencé, on n'en mette que 2 panneaux, une séance. Donc, il y a des joueurs de l'atelier d'Arnaud Stern, par exemple, qui sont venus à l'âge de 2 ans, il y a 60 ans, et qui peignent toujours aujourd'hui dans son atelier, qui ne savent plus. Il a 91 ans. Ouais. Mais il a une capacité, c'est waouh.
Donc là, l'enthousiasme qu'il prône, on peut le croire. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a donc des personnes qui ont commencé une fresque il y a 60 ans et ils ne l'ont jamais vue en entier. Et ça fait partie de ce lâcher dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement on ne le montre pas à son mari, à son conjoint, mais nous-mêmes, on le lâche par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne s'identifie pas au résultat, c'est juste au cheminement qu'on fait. Oui. Alors, Antonella disait si elle connaissait le film Alphabet. Voilà. Tu le connais, toi? Parce que Alors, Antonella, tu veux en parler? Oui, mais je l'ai vu il y a très longtemps, alors je voudrais pas te... Je pense pas que tu l'as vu il y a très longtemps parce qu'il est sorti cette année. Ça fait quelques mois qu'il est sorti. En allemand. Ah, d'accord. Ok. Donc, Alphabet, c'est un film qui a été réalisé. Alors, je me souviens pas du nom du metteur en scène du réalisateur qui est un Allemand, mais il a été réalisé à l'initiative aussi de fils d'Arno Stern qui s'appelle André Stern et André, il a aujourd'hui 45 ans, je pense. Il n'a jamais été à l'école, jamais de sa vie. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Et je ne suis jamais allé à l'école » et il donne partout des conférences sur son expérience qui est, on peut imaginer, aussi privilégiée parce que effectivement, c'est pas donné à tout le monde de naître dans une famille comme celle de Stern où la maman est elle-même est institutrice et elle a donné tout son temps à ses enfants et le père est à Arno Stern. Donc bon, mais aujourd'hui, ce qu'il dit André et qui dit dans le film aussi, on montre aussi le travail d'Arno Stern comme vraiment une autre façon de s'approcher à l'enfant, d'éduquer, une autre façon de vraiment concevoir l'éducation. Et donc, à part le fait qu'il n'a jamais été à l'école, mais on peut aussi, avec les enfants qui, comme tu disais, sont déjà formatés et qui arrivent, et d'ailleurs dans le film, on le voit très bien, il montre les dessins des enfants qu'il avait il y a une trentaine d'années, qu'il recevait dans son clos-lieu, ça s'appelle comme ça, et que les enfants d'aujourd'hui, du même âge, il y a une très grande différence, c'est-à-dire les enfants, il y a 30 ans, ils arrivaient et faisaient des dessins beaucoup plus colorés, beaucoup plus libres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formes géométriques, structurées, parfois des grilles, parfois des choses qu'on ne s'attend pas des enfants de très petits. Voilà. Donc, et ce film, je vous le conseille. Alors, malheureusement, il n'est pas dans toutes les salles, il faut aller le chercher. Nous, au Printemps Éducation, on a organisé beaucoup aussi de séances de débat pour la question éducative. Donc là, et c'est très beau ce film parce qu'on voit mille autres façons d'entendre, d'approcher vraiment l'éducation. Et à la fin, on se rend compte que on a tous été formatés et que cette façon de ne pas aller à l'école ou d'aller à l'école différemment, parce qu'il y a aussi le choix des écoles différentes, ça serait peut-être le temps pour l'humanité de la choisir. Vous pouvez rappeler le titre du film? Alphabet. Je peux le chercher sur le téléphone. Alphabet. Oui, oui, Alphabet s'appelle le titre, c'est ça. Et on va trouver le nom de. Facile, hein? Ouais, c'est. Ah, ça y est, on a le son. Désolée aussi, les filles, on vous a coupé parce que c'était pour être. Ah ouais, là. L'expression. Alors attendez, on va voir. Voilà. Non, ça y est, ils auront mis. Ça y est, c'est bon. On vous voit, on vous entend. Alors, vous voulez réagir par rapport à ou juste par rapport au jeu de peindre? Non, mais s'il y a d'autres questions, moi, je veux bien répondre, mais je suis très touchée par le témoignage de Caroline, que je trouve très beau et qui résonne énormément avec Lila Loca, parce que c'est vrai que c'est toute la philosophie, c'est pas seulement le jeu de peindre, c'est beaucoup la philosophie Lila Loca, de donner cet espace d'être, où chacun peut se développer à son rythme dans un espace qui choisit. L'enfant peut choisir d'être dans une activité individuelle aussi. C'est quelque chose qui est jamais offert dans les écoles. C'est-à-dire que l'enfant est systématiquement avec le même groupe d'âge toute la journée, dans le même contexte. Donc là, c'est vrai qu'il y a une palette d'activités, dont des activités individuelles, et c'est à l'enfant de trouver à l'intérieur de lui les moments où il a envie d'être
avec les autres, où il est prêt à cet échange, il est prêt à interagir, et les moments où il a besoin de se retrouver, d'avoir un espace, d'avoir une relation privilégiée avec quelqu'un qui est là également, par exemple dans les sessions d'Ivlis, qui donne des sessions individuelles de jeu. C'est exactement comme le jeu de pain, mais au niveau individuel, c'est-à-dire qu'elle est là, elle sert, elle est disponible comme un témoin d'éveil. Mais elle va pas intervenir ou donner une direction. C'est l'enfant lui-même qui va choisir quel jeu il a envie d'enclencher, si l'adulte, il a envie que l'adulte intervienne ou pas, et de quelle façon. Juste pour donner une perspective de Lila Loca un peu plus large que le jeu de peindre. Mais c'est vrai que cette philosophie qui sous-tend le jeu de peindre, elle revient en gros à dire qu'il y a un potentiel dans l'enfant qui est là, et que c'est pas juste une coquille vide qu'il faut remplir avec des connaissances ou un animal humain. C'est une âme en évolution, et cette âme en évolution, c'est une graine qui demande qu'à se développer. Et nous, si on lui donne l'espace, le temps et des conditions harmonieuses autour et qui permettent un épanouissement vraiment, comme la fleur va s'épanouir, naturellement ça va se faire. C'est pas qu'on a besoin de beaucoup faire, on a besoin de beaucoup défaire pour que ça puisse se passer. C'est-à-dire se défaire du jugement, se défaire de la tendance à croire que oui, il faut un produit. Là, c'est le processus qui compte, du résultat, du besoin de contrôler de l'adulte. Il n'y a pas besoin de contrôler l'enfant. Il y a besoin de lui donner des conditions de fleurissement, d'épanouissement. Donc voilà, dans cette même philosophie que le jeu de peindre, toutes les activités sont dans cet état d'esprit. Ok. On a une intervention d'un internaute, donc de Jérôme Bourse, qui nous dit: s'agit-il d'une psychothérapie qui soigne entre autres les plaies de l'éducation? C'est bien posé. Non, Arnaud Stern, par exemple, précise bien qu'il ne s'agit pas d'une thérapie, parce que pour suivre une thérapie, il faut être malade. Là, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde et à tous les âges. Donc, ça n'a pas de début, pas de fin. Le flot de l'expression, il est perpétuel, et la créativité est aussi perpétuelle. Donc, guérir les maux de l'éducation, je dirais que oui, effectivement, l'école traditionnelle telle qu'elle est en plein bouleversement, est en plein renouvellement. Dans tous les pays du monde, Antonella a écrit un livre là-dessus remarquable sur ces écoles qui rendent nos enfants heureux. C'est le titre de son livre. Donc oui, on fait partie de cette mouvance et de ce mouvement vers un renouveau. Et c'est vrai qu'on a essayé, nous, d'introduire cet esprit au sein des écoles, et on s'est très vite trouvé limité dans ce qu'on pouvait offrir, et un petit peu frustré. Donc c'est pour ça qu'on est sorti de ce cadre-là pour pouvoir développer le concept. Donc en attendant, c'est quelque chose qui va être complémentaire, en sachant que l'organisation va se faire dans le sens où ça peut être une activité qui est inclue dans l'emploi du temps de l'école. Donc, les écoles vont s'organiser, comme ça a été le cas pour l'atelier que vous avez vu dans le petit documentaire. J'avais 5 écoles qui venaient et je les mélangeais. Je mélangeais les écoles, je mélangeais les âges, je mélangeais les classes. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner, par exemple, pour le jeu de peindre dans le Saint-Lila Loca. Ça peut être une activité extrascolaire, c'est-à-dire que les enfants choisiront de venir par eux-mêmes avec leur vélo ou autrement, accompagnés par les parents. Sachant que dans le cadre d'Euroville, venir à vélo, c'est assez classique et complètement safe, comme on dit ici. Ou ça peut être aussi des enfants qui choisissent de ne pas aller à l'école, comme le cas de la fille d'Avira, mon cher, dont on vous avait parlé avant. Voilà, un lieu où les enfants qui ne vont pas à l'école puissent être en relation avec les autres enfants, qu'ils aillent à l'école ou qu'ils n'aillent pas à l'école, qu'ils soient considérés comme des enfants en difficulté ou pas. Il n'y a pas de catégorisation, ni d'âge, ni d'étiquetage d'aucune sorte. Donc tout le monde peut se rencontrer ici. Sachant qu'on va aussi inclure les seniors, les gens plus âgés, dans cette dynamique aussi, qu'ils aient leur rôle d'accompagnement et d'apprentissage et de jeu. Okay. Juste faire on va juste un peu, si les personnes ont envie de poser des questions. Pour ceux qui nous écoutent, on va bientôt arrêter. Juste pour ceux qui nous écoutent, qui ont des questions, les internautes, si vous savez pas comment faire, c'est en bas à gauche de votre écran, il y a écrit en jaune quelque chose comme participer à la conversation.
Vous allez dessus et ensuite vous choisissez Q et A, donc question answer, enfin questions et réponses dessus, si jamais vous avez des questions à poser. Voilà. Est-ce que dans la salle il y a des questions ou partager des choses? Non? Je t'entends pas, Nadia. Oui, je n'entends pas. J'ai une question à poser donc à Sandrine et à Yvelise. Que peut-on faire pour vous aider ici de France? Merci beaucoup. Rien que la question, déjà, c'est un cadeau. Alors, à part envoyer de l'argent. Alors, envoyer de l'argent, quand même, on ne peut pas le mettre à part. Ça peut vraiment bien nous aider là. Mais sinon, à part ça, effectivement, il y a toute une liste que vous pouvez trouver de choses que vous pouvez envoyer. Alors, je vais donner quelques exemples. Si vous avez envie, là, par exemple, de nous aider pour le jeu de peindre, eh ben, il suffit d'aller sur le site d'Arnaud Stern et vous allez voir, il a en ligne toute une liste de matériel absolument fantastique, de très haute qualité que nous, on peut pas se procurer en Inde. Donc, si vous avez envie d'acheter quelques pinceaux et de les envoyer pour l'atelier du jeu de peindre ou quelques pots de peinture, bon, plus les pinceaux d'ailleurs, parce que les pinceaux d'Arnaud Stern sont extraordinaires et participent à la maîtrise du geste et à la beauté du jeu. Donc, ça nous ferait très plaisir, surtout à moi. Et sans oublier que je forme des gens régulièrement et que tout le monde en profitera, à commencer par les enfants, quel que soit leur âge. Voilà, ça c'est une idée. Yvelise, elle a besoin de matériel aussi. De les marionnettes, les poupées. Oui, surtout ça en fait. Et des jeux surtout des marionnettes et des poupées. Ah, des poupées et des marionnettes et des poupées, ouais. Moi, c'est petit. Et sinon, bien sûr. Quel âge? Ce sont des petits qui ont quoi, 3-4 ans, 5 ans? Oui, entre 3 et 7 ans à peu près. D'accord. Ouais. Après, on aura une bibliothèque aussi. Il faut savoir que le rôle de la bibliothèque est très important dans cet apprentissage spontané et autonome. Donc, bien sûr, si on a envie d'avoir des livres de qualité, des livres qui inspirent, des livres qui soient beaux. Donc, si vous avez quelques livres, des livres qui traitent aussi des émotions, parce qu'il y a beaucoup plus maintenant de travail qui est fait depuis ces recherches sur les neurosciences, voilà, dans cette direction, donc qui décrivent un peu les émotions aux enfants, des choses comme ça, dans cette nouvelle mouvance. Il y a aussi tout un panel de livres éducatifs. On a déjà récolté beaucoup de livres. Combien on a de livres pour l'instant? 200, 300 Oui, au moins 300, 400 livres. Oui. Voilà, donc on continue à collecter des livres pour la bibliothèque de l'île Aloca. Après, bien sûr, on a tout ce qui est jeu éducatif, puisque la bibliothèque sera aussi une ludothèque. Donc, il ne faut pas hésiter, mais aussi dans la qualité toujours. On reste dans cet esprit d'Arnaud Stern aussi, où on ne donne pas aux enfants du mauvais papier parce qu'on estime que ce qui gribouille n'a aucun intérêt, c'est tout l'inverse. On leur donne le meilleur parce qu'il y a là en germe dans ce qu'ils peignent ou dans ce qu'ils expriment dès le début tout leur avenir et tout ce qu'ils seront plus tard. Donc, on donne le meilleur de nous-mêmes et le meilleur matériel possible pour eux. Donc, voilà, si vous avez envie de donner des choses de qualité, d'envoyer des choses de qualité, on est preneuse. Après, maintenant, si vous avez envie de nous aider en action, on fait un énorme travail de communication pour le fundraising. Donc, on peut toujours vous envoyer nos documents. Et si vous avez envie de parler de l'île Aloca, de partager avec vos amis, voilà, c'est bienvenu également. On peut vous envoyer une clé USB avec toutes nos vidéos, nos documents en anglais, en français, en italien. On attend une traduction en allemand. Si vous avez envie de traduire nos documents aussi dans des langues diverses et variées, voilà, bienvenue. Merci beaucoup. On va certainement mettre sur notre site, parce qu'on a un site internet, donc ce qui serait bien, c'est que vous nous envoyez effectivement de la documentation sur l'île Aloca, qu'on puisse créer un onglet spécifique, également un accès pour les dons, et puis une liste d'objets pour nous remémorer ce dont vous avez besoin. Volontiers, merci Nadia. Il y a une question. Une dernière question. Après, on va se quitter.
C'est Cécile? Oui, ça marche. Ah non, J'aimerais c'est pas juste, je pense j'aimerais bien aller en février à Auroville et j'aimerais juste savoir, j'ai pas encore eu, j'ai imprimé le dossier de Lila Loca, j'ai pas eu le temps de le lire et tout ça, mais là j'ai eu la chance en plus de tomber sur l'info en allant sur le site d'Auroville qu'il y avait un rendez-vous là. J'aimerais juste savoir si ce serait possible de, bon, le voyage j'ai pas encore organisé, mais je vais le faire. De suivre un petit peu ce que vous faites, d'observer, de participer. Enfin, ça me plairait beaucoup. Enfin, voilà, l'éducation est pour moi quelque chose d'important. Je suis auxiliaire de puériculture, mais voilà, enfin, voilà, j'aimerais beaucoup et je sais pas. On pourrait se rencontrer déjà. Oui. Bah voilà, c'est juste après avoir comment, si c'est possible, enfin, au moins nous contacter. Enfin, voilà. Merci. Oui, bien sûr. Pas de problème. On vous donnera toutes les infos ici. Et puis surtout, je pense que Yves-Lise et Sandrine sont très accessibles. Donc, ça ne posera pas de problème sur place. Au contraire, si en plus vous êtes auxiliaire de puériculture, il peut y avoir un échange et un lien intéressant entre ce que vous faites et puis ce qui se fait à Auroville. On est là pour servir de pont. Oui? Il y a quelqu'un qui dit que... Alors, il y a une autre personne qui est intéressée, elle part mardi pour Auroville. Bon, après, on va boire des coups, là. Alors, je me demande s'il y avait des projets... On va discuter de cela. Des projets d'accueil, d'accueillir des gens. Oui. On vous mettra en lien. Hein. Alors, avant de se quitter, juste, je pense qu'on a peut-être qu'il y a encore un témoignage ou quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Donc, avant de se quitter, juste une information, deux informations, puisque nous arrivons à la fin de l'année. Nous allons démarrer 2016 avec un café Auroville qui se passera le 16 janvier prochain, donc samedi 16 janvier à 17h. Avec Fanchon Pradalier, qui est une astrologue, qui a fait une très belle conférence. Oui, elle a fait une conférence à Auroville très intéressante et c'est une astrologue humaniste. Elle n'est pas là pour lire dans les planètes, mais elle est là pour expliquer la relation que nous avons avec, à la fois avec les astres et puis donner une interprétation à l'histoire qui se joue actuellement dans le monde. Donc voilà, ça sera le prochain Café Auroville le 16 janvier. Deuxième information, nous avons lancé avec Yves, a une petite école à Auroville qui s'appelle Holy School, qui est un travail avec les enfants du village de Cuilapalayam, qui sont des enfants défavorisés. Et dans cette école, où il y a à peu près 80 enfants, il y a une très belle dynamique qui se fait. Ce sont des tout petits. Et ces tout petits, maintenant, il y a beaucoup de professeurs qui sont des professeurs du village également, des femmes qui ont été formées. C'est une école Montessori. Et donc, avec Yves, qui a reçu des nouvelles assez alarmantes de Cuilapalayam, des maisons qui s'écroulent, parce que ce sont des maisons en terre battue, et avec les pluies violentes, les maisons se sont écroulées. Donc, il y a des besoins urgents à donner à ces personnes dans les villages autour d'Auroville. Donc, nous avons lancé un appel à dons, ne serait-ce que 5 € ou 10 €. Je ne sais pas, ça peut être, il y a une feuille, vous pouvez soit verser sur le net, soit donner quelque chose ce soir à Yves. Tout est défiscalisé. Ben, ça, c'est pour nous ici. On y pense. Mais c'est vrai que même avec 5 € ou 10 €, on fait beaucoup de choses sur place. On peut acheter des couvertures, un peu d'eau, de la nourriture, donner des soins. Je disais que 4 repas coûtent 1 € et on a besoin de beaucoup de couvertures. Une couverture revient à 2 €. Voilà, c'est juste... c'est dommage, c'est l'heure de se quitter. Ces 2 heures passées ensemble ont été formidables. On va se voir bientôt. Merci à tous, hein, merci. Merci.
On vous embrasse bien fort toutes les deux. À bientôt, Nadia. Et Merci. très bientôt. Et merci à tous ceux qui nous Oui. suivaient en direct. Voilà, Oui, c'était la alors première on remercie la technique. Et c'est C'était un peu vrai, casse-gueule, mais en Chloé. tout cas, voilà, c'est la première fois. Il y en aura peut-être d'autres, on verra. Bravo, Chloé. Merci. Bravo, Chloé. Merci. Merci aux gens et aux 7 personnes qui nous suivent. Allez, ça y est, j'arrête la diffusion. C'est parti. Stop.